Je vous présente tout d'abord nos deux conférenciers, qui seront M. Claude Paré, président fondateur de Vis-à-vis, et M. Jean-François Gilbert, directeur recherche, évaluation et services conseil du groupe Altus. D'abord, M. Claude Paré, qui est gestionnaire, entrepreneur de premier niveau. Il a fait preuve de vision en créant le premier service de relogement dans le secteur immobilier qui est destiné à la clientèle de retraités et des personnes âgées. C'est drôle, hein? Je dis les deux. Je ne sais pas pourquoi. Claude, parce que des fois que ça irait pas ensemble, des retraités puis des personnes âgées, parce que je vois ici qu'il y a quand même des têtes beaucoup plus jeunes que l'âge normal de la retraite, mais peut-être que ces gens sont déjà des retraités ou d'éventuels retraités ou d'éventuels aînés, personnes plus âgées. Alors, Claude Paré œuvre dans ce domaine depuis 25 ans. Orienté vers l'action et les résultats, M. Paré a aussi la bosse de la finance, du marketing et également un penchant pour l'architecture et design de produits adaptés aux aînés. À la recherche de défis et d'actions innovatrices, il désire continuer à orchestrer des solutions nouvelles et inédites en matière d'habitation et de services pour le segment des 55 ans et mieux. Et non, et pas et plus. Je me suis amusée comme ça. J'ai dit, il me semble qu'on va se rajeunir aujourd'hui avec des petites expressions comme ça. Comme ce sera une co-présentation, je vais aussi vous présenter donc l'autre conférencier tout de suite, qui est M. Jean-François Gilbert, directeur recherche, évaluation et services conseil du groupe Altus. M. Gilbert fait partie de la division recherche, évaluation et services conseil depuis 2001. Depuis 2005, il dirige une équipe de 4 personnes exclusivement dédié au mandat visant le marché des résidences pour personnes aînées ou âgées. M. Gilbert et son équipe ont développé des procédures de travail et ont organisé aussi une banque de données sur divers ratios opérationnels. Par exemple, quand on parle de divers ratios opérationnels, on parle de frais d'exploitation, des taux de pénétration des revenus, services optionnels, structure organisationnelle du personnel et également des salaires. Ceci a amené son équipe à réaliser plusieurs mandats orientés vers le service conseil, c'est-à-dire les études de marché, des études de repositionnement, etc. Les services conseils indépendants du groupe Altus permettent à ses clients de prendre des décisions en toute clarté et aussi en toute confiance dans le monde complexe de l'immobilier d'aujourd'hui. Ce qui a été fait, entre autres, dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Alors donc, M. Paré et M. Gilbert, la parole est à vous pendant 25 minutes. Mais peut-être que c'est 25 fois 2, finalement. Merci. Alors, M. Davignon, Mme Cazin, je vous remercie. Alors, le but de la présentation, qui va être d'à peu près 1 heure, je pense qu'il y a une période de questions aussi qui est à la fin de la présentation. L'objectif de la présentation d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de l'expérience passée dans le domaine des résidences pour personnes retraitées et personnes âgées, comprendre ce qui s'est passé il y a 25 ans, qu'est-ce qui a amené ce marché-là il y a 25 ans à se développer, quels sont qu'est-ce qu'on en a retiré, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le marché de l'habitation, à la fois des résidences, les centres d'accueil ou ce qu'on appelle maintenant les CHSLD, parce que les termes ont changé, mais peut-être qu'il y en a qui se souviennent encore des centres d'accueil. Comment cette évolution-là s'est faite au cours des années? La pause de 2012-2013, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Puis qu'est-ce qu'on anticipe dans l'avenir en termes d'habitation, compte tenu des nouveaux besoins, compte tenu de la richesse, compte tenu également de l'éducation qu'on a eue au niveau du marché de l'immobilier? Alors, pour bien comprendre je vais vous laisser la regarder. Pour bien comprendre le marché de l'habitation, il est important de savoir par où on a commencé. Comment est arrivé le marché de la résidence dans les années 85-90? Le marché de la résidence est arrivé surtout par un besoin des personnes retraitées de trouver d'autres formules d'habitation qui n'existaient pas à l'époque. Donc, on avait la maison unifamiliale, on n'avait à peu près pas de condos, on avait des blocs appartements ou des conciergeries,
mais tout ce qui était dédié à une clientèle nécessitant un petit peu plus d'environnement social ou de service. Oups, là. Est-ce qu'elle marche tout seul? Non, non, c'est correct. OK. Alors, donc, tous les besoins qui étaient non comblés à l'époque se sont traduits par une demande auprès de personnes à la retraite, également auprès de promoteurs immobiliers qui ont dit comment on pourrait être en mesure de pouvoir servir davantage la clientèle des jeunes retraités. Aujourd'hui, on parle d'une moyenne d'âge de 78-80 ans à l'entrée en résidence. Malgré qu'on fait beaucoup de publicité pour parler des 55 ans et plus ou des 55 ans et mieux, on met des beaux hommes, des belles femmes en publicité, mais la réalité des choses est qu'on vise la clientèle des 55 et que la réalité fait qu'ils ont plutôt 78-80. Mais à l'époque, la personne qui arrivait en résidence avait 70 ans. Mais son espérance de vie était moindre également. Et quand elle arrivait en résidence, elle arrivait avec des attentes qui étaient davantage axées sur le besoin social, le besoin de se libérer de tâches des activités quotidiennes. Moi, je les appelais les autonomes tannés. Là. Donc, tannés de faire le ménage, tannés de faire le lavage, tannés d'entretenir la maison. Donc, cette clientèle-là, des autonomes tannés, est arrivée dans les résidences vraiment dans une optique de se libérer du fardeau quotidien. Et là, on a vraiment trouvé une panoplie de résidences. Tout le monde est arrivé à peu près en même temps. Les études de marché ont dit qu'il y a un marché qui est intéressant, celui de la résidence pour personnes âgées ou pour personnes retraitées. Donc, que ce soit des petites, des moyennes, des grosses, mais il faut comprendre qu'à l'époque, une grosse résidence, c'était une résidence qui comprend à peu près 150 personnes. Aujourd'hui, une grosse résidence, c'est une résidence qui comprend à peu près 600 personnes. Donc, la notion aussi de la grosseur a changé à travers le temps. La composante immobilière aussi, des types de composantes d'appartements ont aussi beaucoup changé. On trouvait énormément de studios à l'époque, très peu de 4,5. Aujourd'hui, c'est le contraire. On retrouve beaucoup de 4,5 ou 3,5 et très peu de studios. Puis quand on retrouve des studios, bien, c'est surtout axé sur la question des soins. Fait que les besoins à travers les années ont aussi beaucoup changé. Le mot résidence, qui fait aujourd'hui référence à une clientèle plus âgée, mais avant ça, c'était chic. D'aller dans une résidence, c'était chic. Les gens s'étaient fait l'idée que c'est un club med, bon, puis que, évidemment, toutes les images qu'on peut se donner en termes de qualité puis d'image sociale, la résidence, ça voulait dire chic. Le mot hébergement, qui est rattaché maintenant à soins de longue durée, parce que le CHSLD, c'est Centre d'hébergement et de soins de longue durée, mais au moment des années 80-90, le mot hébergement fait référence surtout aux gîtes et aux couverts. Donc, si tu offrais quelqu'un à venir héberger chez vous, ben, tu l'invitais à venir passer un moment chez vous. Mais aujourd'hui, si tu héberges quelqu'un, tu lui donnes tout de suite la notion de soin. Fait que même les mots ont changé à travers les années. Le mot centre d'accueil n'existe plus. C'est un centre où on accueillait les gens, puis on disait tantôt que les gens arrivaient en taxi, puis ils repartaient les fins de semaine. Bien, aujourd'hui, ils arrivent en taxi, mais ils ne repartent pas les fins de semaine. Moyenne d'âge, on disait 70 ans. Les services, à l'époque, c'était des services de restauration. Tout ce qui est de services, aujourd'hui, on entend par service les services de soins, les services d'assistance. La notion de service est passée de la notion de bien-être à la situation de besoin pour axer davantage sur la question de la santé. Alors, si on regarde un petit peu, on avait une offre qui était à peu près inexistante, donc très forte demande, grosse résidence 150, beaucoup de joueurs non expérimentés. On inventait cette industrie-là. C'était une industrie qui n'existait pas. Donc, on a fait des bons coups, on a fait des erreurs. Par contre, par la suite, on a sous-estimé la question des services. On a sous-estimé aussi la profondeur de marché. Fait que les gens ont commencé à regarder ça et dire, bon, bien, on va là, mais on voudrait avoir davantage de services. Les prix qui étaient chargés aux propriétaires, par les propriétaires pour les résidents
étaient des prix qui s'avantageaient davantage au niveau de la question des services alimentaires et de la composante immobilière, mais on avait sous-estimé la notion des services de santé. Alors, quand est arrivée cette situation-là, on s'est retrouvé avec une offre beaucoup trop grande, une demande qui demandait plus de services. Puis là, ben, comme je le mettais un petit peu, le ciel s'est obscurci, puis on a commencé à avoir des problèmes au niveau des résidences, fermeture de résidences. Les compagnies de gestion ont commencé à prendre la relève. On a vu apparaître des nouveaux groupes qui étaient moins des propriétaires individuels, mais qui sont devenus, avec les années, des groupes. On a vu les naissances de petits groupes structurés qu'on voit aujourd'hui. Là, on va en parler un petit peu plus loin, comme le groupe Maurice, les résidences Sélection, le groupe Cogir. Enfin, j'en nomme quelques-uns, mais je pourrais en nommer beaucoup d'autres, qui ont vu une opportunité de faire, de contrôler un petit peu plus la notion des services au niveau des résidences. Évidemment, par la suite, on arrive vers les années 98-2000, où là, on entend vraiment, on commence à regarder vers une nouvelle approche des résidences et le boom des années 2000, avec ce qu'on voit comme besoin, bien, les besoins qu'on exprime, puis je vais laisser Jean-François continuer une partie de la présentation. Merci, Claude. Alors, pour poursuivre, effectivement, lors de la période 99-2008, une période qui a été très, très intense au niveau de la production de nouveaux produits, nouvelles formules. La question du Club Med, le concept de Club Med pour aînés, les celliers, mini-golf, salles de spectacle. Alors, vous connaissez un peu toutes les aménités qu'offrent les résidences modernes. Alors, c'est une nouvelle industrie du vieillissement qui prend forme. Si on passe à la prochaine, Claude, la prochaine diapo. Donc, tout ça est rendu possible, cette poussée, cet essor qu'a connu les résidences pour retraités au cours de la période 99-2008 a été rendu possible grâce, entre autres, à la reprise du marché de la revente de maisons existantes. Donc, le marché était très bon. Ça incite les gens à effectivement changer de style de vie et ça leur permet de passer à un autre mode d'habitation. L'introduction du crédit d'impôt pour maintien à domicile, ça aussi, c'est une mesure qu'a adoptée le gouvernement pour favoriser ou à faciliter, je dirais, le choix de déménager dans un domicile où est-ce qu'on offre des services, où est-ce qu'on peut socialiser, etc. On a aussi l'accroissement de l'intérêt des investisseurs immobiliers institutionnels. Donc, vous savez que la Caisse de dépôt était derrière Maestro. Les gens les PSP est un investisseur institutionnel qui est en équipe avec Réseau Sélection. Teachers en Ontario est aussi impliqué dans ce type d'immeuble-là. On a aussi la redéfinition des CHSLD. Vous ici, je suis certain qu'il y a plusieurs d'entre vous qui, effectivement, savez exactement qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la redéfinition de la mission. Ce que ça a fait en sorte, c'est que les gens qui avaient vraiment besoin de soins intenses sur une base quotidienne sont demeurés dans les CHSLD, mais par contre, ceux qui n'avaient pas d'affaires là, si vous me permettez d'utiliser l'expression, ne sont plus maintenant, ce n'est plus le mode d'habitation qui leur est offert. On a développé des formules comme les ressources intermédiaires et les unités prothétiques. Il est arrivé aussi, à la même période, il y a des prêteurs spécialisés qui ont commencé à démarrer leurs opérations avec le soutien, évidemment, de la SCHL, parce que, bon, dans le financement, on parle toujours d'assurance hypothécaire et la SCHL est un joueur très important au niveau du financement. Et finalement, on assiste aussi dans ce boom-là à une offre d'aménités de services plus adaptée aux attentes de la demande. Et ça m'amène à vous poser la question, est-ce que cette adaptation-là aux besoins de la demande, est-ce que c'est le fruit du hasard, Claude, ou c'est le résultat d'un peu plus d'écoute de la part des promoteurs et des exploitants? Moi, je dirais que c'est une combinaison des deux, parce que ce qui est venu changer beaucoup la donne, c'est qu'on s'est habitué à des appartements ou des logements beaucoup plus grands, des maisons beaucoup plus grandes. Fait qu'on a exigé
quand je disais qu'on est passé de studio à 4,5, on retrouve même des résidences où on offre maintenant des 5,5. C'est des choses qu'on ne croyait pas possibles il y a plusieurs années. On a laveuse-sécheuse, on a des fois une douche, on a un bain, on a une salle d'eau. Fait que la pression est venue à la fois de l'offre, de la demande, et puis en même temps, le client, lui, était prêt à payer davantage pour s'offrir une qualité de vie puis un environnement intérieur beaucoup plus adapté à ses besoins. La capacité de payer aussi a changé beaucoup à travers les années. On a vu le boom des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Les valeurs des propriétés ont des fois doublé puis triplé. En même temps, bon, on a le couple, les deux sont sur le marché du travail, ont mis de l'argent de côté, ont eu des rires. Fait que la capacité de payer, la volonté de payer, la compréhension des services, plus la beauté des immeubles, parce que ce qu'on voit aujourd'hui comme type de résidence ou comme type de complexe, c'est merveilleux. Il y en a que c'est quasiment des œuvres d'art. On ne sait plus maintenant si c'est une maison pour retraités ou si c'est des condos. Fait que on appelait ça, il y a quelques années, pour faire chic, on appelait un appartement de style condo, parce qu'on venait définir une qualité. Aujourd'hui, on pourrait quasiment parler de résidence de type condo, parce que le mot condo fait chic. On a maintenant également des résidences que vous pouvez acheter une unité, donc des condos-services, donc plus juste des appartements-services. Fait que la notion est venue à la fois de l'écoute et à la fois de la proposition en y allant à petite échelle. Là, on a commencé à proposer des appartements, puis on a vu que le taux d'absorption était intéressant. On vient de terminer un projet et les premiers appartements qui se sont loués, c'est tous les plus grands, tous les 4,5 puis les 5,5. Alors que les 3,5 commencent à être à la remorque, puis les studios vont être les appartements qui vont se louer en dernier. Fait qu'on voit là que ça a changé beaucoup. Je pourrais peut-être me permettre, Claude, d'ajouter un élément de réponse à cette question-là. Puis c'est quelque chose à titre de consultant en immobilier qu'on voit de plus en plus, c'est que les processus de création de l'habitation pour les aînés est un processus qui est de plus en plus considéré comme étant un processus rigoureux. C'est pas, historiquement, au Québec, les gens qui ont été impliqués dans la création de ce type d'immeuble-là étaient des gens qui provenaient du multirésidentiel locatif. C'était des promoteurs qui étaient des promoteurs immobiliers. Alors que, contrairement en Ontario, la poussée des résidences en Ontario provient de compagnies qui étaient impliquées dans les services. Donc, ceux qui je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu quel est le produit typique en Ontario. Il est complètement différent d'ici. Le produit typique, c'est 100-150 unités maximum, dans lesquelles on donne beaucoup de services. Donc, pour revenir à la question, ce qu'on s'aperçoit dans le marché, en parlant aux promoteurs, en parlant aux créanciers hypothécaires, c'est que ceux qui prennent le temps de bien appliquer le processus de création de l'immeuble commencent par le choix du site, évidemment, mais ils interviennent, ils vont faire des sessions groupe focus, ils vont discuter avec la clientèle cible pour venir définir le produit et aussi, quand on parle de service, le programme d'activité. C'est pas, les bons exploitants n'ont pas les mêmes activités nécessairement dans chacune de leurs résidences, puisque chaque résidence répond à des besoins, à des populations, à des clientèles cibles qui n'ont pas le même vécu. Donc, être à l'écoute, c'est très important parce que c'est le gage du succès dès le départ. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les principaux groupes qui ont écouté leurs clients, qui se sont adaptés, qui ont fait des focus groups, qui sont allés faire des sondages internes, qui font partie d'associations de propriétaires de résidences pour être vraiment à la fine pointe, parce que la compétition, on se le dit, là, elle est féroce. Il y a eu une période où ça a été relativement facile. On pouvait construire à peu près n'importe quoi, puis ça se louait. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. On a perdu des joueurs en cours de route. Des groupes comme Milliard. Il y a eu des transferts d'équipage aussi de groupes qui sont allés en système de gestion par d'autres groupes de gestionnaires. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là ne se sont pas adaptées.
Ce qui fait qu'aujourd'hui... Ouais, donc, la prochaine diapositive, je pense qu'on en a parlé là, rapidement, les différents groupes qui sont nés de cet essor-là, de cette vague importante là, de croissance de l'inventaire. Je pense qu'on peut passer rapidement ici, Claude, puis à la prochaine, si c'est possible. Donc, après cette période euphorique-là est arrivée la crise financière. Tout le monde est au courant de ça. Une période qu'on note au niveau de l'habitation pour retraités. Je vous dirais que le ciel s'est obscurci à partir de l'année 2009, où est-ce qu'il y a eu effectivement des faillites. Il y a eu aussi une hausse très importante de l'inoccupation, mais je pense que ce qui est à la base de tout, c'est la question des incertitudes pour les caisses de retraite. Et évidemment, quand on parle de ça, on parle aussi de ce que ça génère comme réaction pour ceux qui sont retraités. Il y a des gens qui ont commencé à hésiter, qui ont commencé à reporter la décision de vouloir changer d'habitation. Alors, à l'origine, ces hésitations-là ont fait en sorte que les promoteurs qui croyaient miser sur une continuation du rythme de l'absorption se sont fourvoyés et certains ont connu des problèmes. Surtout les produits qui étaient mal adaptés, qui ne correspondaient pas aux besoins et aux attentes de la clientèle cible. Évidemment, il est arrivé aussi la certification des résidences. Alors là, ici, on pose une question. Est-ce que celles qui sont incapables de s'y conformer sauront résister encore longtemps? Je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Il n'y a pas une réponse magique à ça, mais je pense que c'est important. Ce qu'on observe, nous, dans le marché, c'est que celles qui sont mal adaptées au niveau physique, qui ne sont pas assez flexibles pour être repositionnées, ont peut-être plus de risques, vont courir peut-être plus de risques de ne pas passer à travers. Malgré tout, il va toujours y avoir des résidences dont le profil va correspondre à des gens dont les besoins sont moins importants ou moins rigoureux. Par la suite aussi, ce qui est impliqué en ce qui concerne pas la crise, mais la pause qui était nécessaire, c'est évidemment le creux de vague démographique. Tous ceux qui ont l'âge d'adhérer ou d'entrer dans un complexe pour aînés sont nés aujourd'hui entre les années 30 et 39, pendant la dernière grande dépression. Et évidemment, le taux de natalité avait baissé à ce moment-là. Donc, tous ces facteurs-là ont concouru à ce que l'industrie vive et vit encore un moment, je dirais, de consolidation, d'adaptation à des nouvelles réalités qu'on va parler plus tard. Donc, prochaine pause. Donc, évidemment, on l'a dit tout tantôt, la période dans laquelle nous sommes présentement a résulté en certaines fins de course, comme Claude nous l'a dit tout à l'heure. Évidemment, transfert d'équipage. Le Jazz a été acquis par Cogir Desjardins. Incertitude aussi reliée au nouveau cadre réglementaire et à la syndicalisation. Donc, ça aussi, au niveau de l'exploitation, il faut, je pense, c'est important de reconnaître le fait que le secteur des résidences pour aînés est un secteur qui est regardé par les syndicats. Je vous dirais par contre que celle dont on a à faire l'évaluation pour laquelle il y a une convention collective en place, une chose est claire, c'est que les choses sont claires, à savoir qu'on connaît quels sont les coûts, on connaît aussi le rythme de croissance des salaires et en général, je vous dirais que ça se passe bien. Donc, au niveau de la clientèle, évidemment, un petit peu plus d'hommes que lors de la dernière vague. Les cohortes d'aujourd'hui ne sont pas les cohortes d'hier. Donc, il y a un peu plus d'hommes aujourd'hui qu'il y en avait au début. Là. Au début, on parle de 1 pour 10. Donc, de là aussi le désir ou le besoin d'avoir des caténies parce que les gens vivent en couple un petit peu plus longtemps. Évidemment, là, on vous a parlé du passé. Et ce qui nous appelle aujourd'hui, c'est vraiment de regarder quel est le besoin de la clientèle qui s'en vient, qui est présentement en transition, comme vous parliez tantôt. Alors, de dire, bon, bien,
on vise beaucoup la clientèle des 75-80 ans en résidence. La clientèle qui est âgée en bas de 55 ans ne fait pas vraiment de changement. Hein? On sait qu'entre 30 puis 55 ans, 60 ans, on continue notre vie, on peut changer de milieu de vie, mais généralement, c'est relativement stable. Il y a tout un gap de la clientèle âgée entre 60 et 75-80 ans qui, elle, on l'observe avec les années, quand les gens nous posent la question, puis ils viennent nous voir, ils vont dire, bon, ben regardez, on cherche un endroit pour mes parents. Mais pour moi, M. Paré, est-ce que vous avez d'autres solutions? Y a-t-il d'autres choses? Alors, ces choses-là, on les entend régulièrement auprès des enfants qui disent, y a-t-il d'autres formules? Est-ce que je dois nécessairement aller en résidence? Malheureusement, le mot résidence, on le disait tantôt, faisait référence à du résidentiel. On s'est approprié ce mot-là au niveau des résidences pour retraités. Donc, si tu dis à quelqu'un « j'habite dans une résidence », ben tu es quasiment étiqueté comme tu habites dans une résidence pour personnes âgées. Donc, ce qui vient amener ce changement au niveau des mentalités, c'est qu'avant ça, on avait une clientèle qui était relativement homogène. Des gens de 75-80 ans avaient connu à peu près les mêmes périodes, avaient à peu près les mêmes goûts, avaient à peu près les mêmes attentes. Aujourd'hui, tous ces segments-là sont vraiment compartimentés selon des secteurs d'intérêt, selon des secteurs d'activité, selon des régions également. Et c'est vraiment, au niveau mondial, une vague. Puis vous avez vu que j'adore la voile, j'adore le surf. Alors, j'ai décidé de faire ma présentation un peu en fonction des éléments de l'eau. Mais la vague des Age Waves, c'est un livre qui avait été écrit dans les années 82-84 aux États-Unis, qui vient montrer l'ampleur de cette vague-là, qui n'a jamais été connue dans le passé, qu'on ne reconnaîtra jamais, qui va terminer aux alentours d'à peu près 2031-2035. Donc, à partir d'à peu près aujourd'hui, les gens ici au Québec, je pense en 2012, Jean-François, tu es meilleur dans les statistiques que moi, je pense que c'est 2011 ou 2012 que les premiers 65 ans sont apparus. Puis cette vague-là là, qui a pris son essor avec les années est devenue gigantesque, que ce soit ici, que ce soit au Japon, que ce soit en Suède, partout à travers le monde. Ça va bouleverser au niveau immobilier, ça va bouleverser au niveau des cultures, ça va bouleverser même au niveau social. Alors, en immobilier, bien, c'est des notions qu'on est obligé de tenir compte, les notions de capacité de payer, les notions de s'offrir des services, la notion également de toute la notion du partage. Alors, ceux qui sont nés donc entre 46 et 66, juste pour vous donner aujourd'hui une idée du vieillissement au Québec. Les gens âgés de 53 ans aujourd'hui sont ceux qui sont les plus représentés au Québec. Il y en a moins de 52, il y en a moins de 54. Donc, les gens qui sont nés en 1959, c'est la cohorte qui est la plus représentée. Donc, c'est quand même assez âgé d'avoir une population où les plus grands représentants sont ceux de 53 ans. C'est majeur. Puis c'est majeur ici, mais c'est majeur également partout. L'espérance de vie, elle a gagné énormément. Une personne de 65 ans aujourd'hui, qui est en relativement bonne forme physique, 85 ans pour les hommes, 88 ans pour les femmes, la différence est moindre que ce que c'était avant. Parce que, les femmes ont goûté au marché du travail, les femmes sont indépendantes, les femmes sont autonomes. Ça aussi, on parle de la notion au niveau on parlait des hommes, 25 %, des femmes, 75 % au niveau des résidences. L'avenue des femmes sur le marché du travail, de l'autonomie, de l'indépendance, de ne plus dépendre de son conjoint, comme du conjoint, de ne plus dépendre de sa conjointe, ça a amené aussi des transformations majeures. Parce qu'avant ça, je prends l'exemple de ma mère qui se faisait appeler Madame André Paré. Son nom, c'est Pauline Desjardins. Mais non seulement elle avait perdu son nom, mais elle avait perdu son prénom. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une femme qui se ferait appeler Madame
André Paré. Elle se ferait appeler Mme Pauline Desjardins. Mais tout ça, là, tranquillement, à travers le temps, ça a aussi amené des transformations majeures quant à la volonté de décider, puis de décider où habiter, puis de décider comment dépenser son argent, puis de décider où vivre également. Donc, aujourd'hui, ces différents mots qu'on a mis, je n'irai pas les expliquer pour chacun, mais c'est vraiment la société d'aujourd'hui, la société québécoise basée, que ce soit sur les 36 codes sensibles des Québécois qui avaient été écrits par Bouchard, puis aujourd'hui, on en a repris. On se sent vraiment, on n'est pas retiré, on est les dieux du monde, on décide, c'est la notion du moi, je décide, j'exige. La notion d'exiger, la notion du moi est très, 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 très profonde parce qu'on gère nos affaires, on gère notre vie, on gère notre couple, on en gère des affaires. Alors, toute la notion de moi est très importante. On est anticonformiste, on n'aime pas les affaires standards, on le voit même dans nos résidences. Avant ça, on arrivait avec un choix de couleur, un choix de matériaux, un choix de plancher. Aujourd'hui, c'est à peu près impossible. Il faut que tu arrives avec 2 puis avec 3. Puis on dit aux gens, si vous avez des suggestions, on va les écouter, la même chose. Donc, on est rendu extrêmement exigeant. Essayez de trouver une couleur dans un marché de SICO. Les noms, pour vous définir le bleu, il y en a à peu près une centaine de sortes. Ce qui fait qu'on est habitué à vivre dans ce monde-là. Fait que forcément, que le mode d'habitation qu'on va choisir, ça va être celui qu'on va choisir. Ça ne va pas être celui qu'on va nous proposer ou qu'on va nous imposer. On va le voir tantôt, après, Jean-François va continuer, puis après ça, on va regarder les différents modes d'habitation. Si on pense qu'en vieillissant, on a de moins en moins de choix, je pense qu'en vieillissant, on a de plus en plus de choix d'habitation. En tout cas, dans l'avenir. Donc, Claude, juste un petit moment, Claude. Qu'est-ce que tu voulais dire par très nostalgique? Il y avait une petite... Qu'est-ce que tu voulais dire par ça ici en bas? Là? Bien, regarde, nostalgique, je vais vous prendre le marché de l'automobile. On est allé bien vite dans nos affaires, puis là, on regrette un peu le moment où on allait moins vite. On aime se souvenir d'une époque passée. Le secteur de l'automobile l'a très bien compris. La Camaro est revenue, la Mini Cooper est revenue, la Fiat est revenue, la Mustang, la Dodge Dart. Je ne suis pas un spécialiste d'auto, mais mettons, j'en ai nommé assez, là, pour être capable de comprendre que cette notion-là de nostalgie, elle revient même dans le domaine de la restauration. Moi, j'ai une maison dans le Bas-Saint-Laurent, puis tout le monde dit « Hey, peux-tu m'amener du bois de grange pour mettre à Montréal? » Fait que je vais t'amener du bois de grange pour mettre à Montréal. Fait que la notion de nostalgie, elle est extrêmement importante. Fait que c'est ce que j'entendais par nostalgie. Alors, évidemment, on dit qu'on est plus riche. Ben oui, mais des fois, on est plus riche, mais je ne suis pas sûr qu'on est toujours bien plus riche parce qu'on s'est créé des besoins, on s'est acheté ce que j'appelle des bebelles, on doit maintenir nos bebelles. On commence à être un petit peu squeezé. J'ai été scandalisé de voir, parce que là, c'est la période des rires en ce moment, que 21 % des gens commencent à cotiser à leur rire, prévoir leur retraite 5 ans avant la retraite. C'est 21 %, c'est quand même important, là. Fait que ça, c'est le boomer, ça. Il a fêté solide pendant un bout de temps, puis là, il se réveille là, un peu comme la fable de La Fontaine. Alors là, il se dit, ouais, là, la cigale ayant chanté tout l'été, là, elle est assez dépourvue au moment venu. Fait que, on est squeezé. On a des revenus, mais on a des dépenses également qui vont en conséquence. Dans un article du journal Les Affaires au mois de janvier, on parlait que dans les années à venir, on va avoir besoin de 1200 milliards de dollars pour les soins de santé et que le gouvernement va être capable de pouvoir en payer juste la moitié. Ça veut dire qu'il y a 600 milliards, là, ben c'est vous autres qui allez le payer. Puis nous autres qui allons le payer. On ne pourra plus compter sur le gouvernement. Fait que ces notions-là de squeezer, je vais en parler tantôt un petit peu plus loin au niveau de l'immobilier, qu'est-ce que ça va amener en termes
de besoin de peut-être socialiser davantage. Fait que la notion du moi, là, que j'avais mes affaires, bien là, elle va peut-être se transformer un petit peu. Quand on cherche quelque chose, bien évidemment, on n'en regarde pas 50, on en regarde une. Alors, les gens sont renseignés, ils ont des informations sur à peu près tout. Tu sais même, à la limite, tu n'as pas besoin d'avoir une définition, tu regardes, puis tu as Wikipédia, tu as tous les bottins qui sont accessibles à partir d'un téléphone, bientôt à partir de sa montre. L'information est pertinente, puis est constante, puis est mobile. Alors, évidemment, on est conscient de notre mortalité. On commence à pouvoir même être... on l'accepte. Il y a eu toutes sortes de débats au niveau du désir de vivre ou du désir d'arrêter. Fait que ça aussi, ça va venir jouer dans l'avenir, dans la capacité, dans la volonté de décider par toi-même ce que tu veux faire. On a eu l'expérience du placement d'un parent. Ça, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est majeur parce que tous les gens qui viennent et qui n'ont jamais eu cette expérience-là de choisir une résidence, parce que généralement, une résidence, tu en choisis une. Si ça va mal, tu en choisis deux. Alors, c'est pas une expérience comme acheter une paire de souliers. Une paire de souliers, si tu en as acheté une, tu peux te tromper, puis tu dis, bon, ben la prochaine fois, je vais faire attention. Mais le choix d'une résidence, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire. Donc, on passe beaucoup de temps, mais quand les enfants aident leurs parents à en choisir, l'enfant, lui, il voit la résidence, puis il voit ça, évidemment, comme étant un lieu qui est extraordinaire. Et c'est des lieux extraordinaires, sauf que le fait d'y vivre, des fois, il y en a qui vont bien s'adapter, puis il y en a qui vont dire, « Ouais, sais-tu, je pensais pas que c'était comme ça. » Alors, comme je disais tantôt, il y en a qui vont nous revenir, puis ils vont dire, « Bien, y a-t-il d'autres solutions pour moi dans l'avenir? » L'expérience de vivre seul. Ici, au Québec, je ne connais pas les données à l'extérieur, mais il y a à peu près 34 des gens qui vivent seuls. Pourquoi? Parce que le marché de l'habitation ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher se loger. Et ça a amené les gens à vivre seuls. Donc, il y a une personne sur 3 qui vit seule. Ça aussi, ça va avoir des transformations si le coût de l'habitation, puis si le coût de ta santé, puis si le coût de vivre, puis en plus, ton espérance de vie dure longtemps. La notion de vivre seul va venir jouer un élément, évidemment, très important. Et évidemment, avant de laisser la parole à Jean-François, toute la notion des aidants naturels, il ne faut pas dire les enfants, et la capacité de pouvoir trouver des gens pour vous aider, parce que là, on est... Avant ça, je me souviens, j'ai un ami qui avait lancé une compagnie d'infirmières dans les années 80, puis là, elle était en Suisse, puis il importait des infirmières de Suisse, puis après ça, maintenant, la Suisse est venue enlever des infirmières. Fait que tout le monde, à travers le monde, se bat pour avoir des gens, pour leur donner des services. Ça aussi, c'est majeur, parce que non seulement il faut les payer, mais il va falloir les trouver. Puis je disais tantôt, les dieux du monde, ce sont les boomers, mais tantôt, peut-être que les dieux du monde, ça va être ceux qui vont nous aider pour nous donner des besoins quotidiens. Ça ne sera plus nécessairement... je n'ai rien contre les avocats, contre les notaires, contre ces professions-là, mais par contre, peut-être que le coût d'un service qu'on trouve pas cher aujourd'hui va peut-être coûter beaucoup plus cher dans l'avenir parce qu'il y a une pénurie de personnes avec la capacité de vous soigner. Il y a moins d'enfants. On le sait, nos enfants sont un peu partout, même des fois à travers le monde. Alors, cette notion d'aidant naturel-là va en prendre un coup, puis la notion aussi de pouvoir se faire aider par des gens va en prendre un coup également. Jean-François? Donc, ça nous amène, Claude nous a un peu expliqué le profil démographique de qui sont les bébés boomers. Hein. Ce sont des cohortes... on va passer à la prochaine, Claude. Donc, des cohortes beaucoup moins homogènes que les cohortes précédentes, plus exigeantes, etc. Donc, Claude nous a parlé de l'habitation, alors, c'est-à-dire de l'habitant.
moi, je vous dis que l'habitation naît de l'habitat désiré par l'habitant. Alors, Mme Cazin, tantôt, se demandait quel vocabulaire utiliser pour ne pas se sentir qu'il y a un préjugé envers le mot résidence. Peut-être qu'il y aurait un mot à trouver ou à former avec le mot habitation, mais enfin, on va voir dans les prochaines diapositives, Claude, si tu permets, qu'est-ce qu'on entend par habitat. Donc, on sait tous que l'habitat a une connotation une dimension affective très forte. C'est-à-dire qu'on se sent bien là où est-ce qu'on a eu un sentiment d'appartenance géospatiale. On sait aussi que pour certains d'entre nous, utiliser le transport en commun pour les boomers, pour certains, c'est quelque chose de nouveau, mais qui va devoir probablement être adapté aux besoins des boomers quand les boomers vont avoir 80-85 ans pour qu'ils puissent bénéficier de certains déplacements dans les milieux où est-ce qu'ils habitent. Je pense aussi qu'au Québec, surtout dans les régions métropolitaines comme Montréal, Québec, on a un beau défi, puis c'est un défi lancé aux villes, aux dirigeants des villes, au niveau de la densité, de la mixité des usages. On entendait, je pense que c'est la semaine dernière qu'on a vu dans les médias que le maire Labaume voudrait voir plus de densité dans sa ville. D'ailleurs, il a même posé une commande spéciale à ses fonctionnaires. Mais la mixité est importante parce que si on veut, il y a plein d'études qui prouvent que les personnes retraitées, les personnes âgées, le plus grand désir, c'est de continuer de socialiser, d'être en contact avec son milieu. Et j'interpelle encore une fois les villes. Je pense que les villes ont un mot à dire dans les projets qu'on devrait favoriser dans des lieux particuliers où est-ce que la densité et la mixité peuvent bien se marier. Parce que, encore une fois, qui dit mixité dit poursuite de la socialisation. Donc, espace d'action, identité territoriale, c'est quelque chose de fort. Il y en a d'autres, par contre, pour qui l'attachement à la ruralité est quelque chose aussi de fort. Alors, c'est des clientèles différentes. Et ce qu'on s'aperçoit aussi quand on parle avec les promoteurs immobiliers, quand on parle avec les baby boomers, on s'aperçoit aussi que peut-être que des idées relatives à la création de communautés d'intérêt, des gens qui ont des intérêts convergents, que ce soit les arts, l'horticulture ou toute autre thématique, on pense que ça crée des habitats qui vont probablement être intéressants pour les prochaines cohortes d'habitants. Les fameux commerces de grande surface. Moi, je suis évaluateur et urbaniste de profession et je dois vous dire qu'avec les grandes surfaces est venu le fameux problème de trous de beigne dans les couronnes de première, dans les banlieues de première et deuxième couronne. On a des quartiers centraux, et c'est important la centralité pour les complexes d'habitation. On a des quartiers centraux qui ont perdu leur âme, carrément parce qu'ils ont perdu les commerces de proximité. Alors, encore une fois, un défi posé aux urbanistes, aux dirigeants des villes. S'il vous plaît, faites des projets pilotes, testez des solutions pour faire en sorte que ces noyaux de banlieue puissent retrouver leur âme. Le dernier item ici, la règle du 500 mètres, c'est à travers le monde, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les gens sont prêts à habiter dans des lieux qu'ils vont marcher, dans lesquels ils vont pouvoir socialiser. Mais au-delà de 500 mètres, il y a comme une perte du sentiment de sécurité. Et encore une fois, ça fait référence à des concepts d'aménagement, mais c'est une règle qui est quand même importante à considérer. Je dirais aussi que dans la question de la règle du 500 mètres, il y a Maxime Frappier qui va en parler tantôt de la notion du plus 1. C'est que on va s'habituer, puis on le voit aussi, que l'offre de copropriété ou l'offre de certaines maisons est de diminuer la grandeur parce que ça ne donne rien de recréer à l'intérieur de ton logement des choses que tu pourrais avoir à l'extérieur de ton logement
en ayant des commerces de proximité. Fait que le commerce de proximité vient aussi diminuer la charge de l'achat, diminuer les charges d'entretien, diminuer les charges également de taxation, puis aussi vient amener le phénomène extrêmement important qui est la notion de socialiser avec les gens. Il n'y a rien de plus beau que si vous allez au marché Jean Talon, bien, vous avez une mixité là, de gens, de plus jeunes, de plus vieux, qui vont... tu vas avoir une femme avec son jeune enfant qui va être en train de magasiner, puis tu vas avoir un homme plus vieux qui va être en train de lire son journal. Puis je vous dis ça parce que j'ai une image en tête quand j'avais été faire un tour, évidemment, pour aller acheter des fruits et des légumes, puis je voyais un monsieur qui était un petit peu penché, puis l'enfant qui le taquinait un peu, puis lui, il trouvait ça très, très intéressant d'avoir cette relation-là avec l'enfant, puis la mère qui osait pas trop intervenir en disant « Est-ce qu'il vous dérange? » Mais il ne dérangeait pas. Mais il n'y a pas un mot qui s'est dit, mais juste dans le gestuel puis dans les yeux, bien, on voyait cette mixité-là de clientèle. Fait que ça, c'est toujours rassurant. Fait que la notion, mais il faut qu'il y ait des services, il faut qu'il y ait une volonté, il faut que ça soit également adapté, que ce soit les trottoirs, que ce soit même... Puis les gens... Les jeunes aiment aussi aider. Quand je prends le métro, ça m'arrive souvent de voir des gens, des plus jeunes, qu'on pourrait juger parce qu'ils ont soit habillés en noir ou à des tatous, ou enfin tous les attributs qu'on peut donner à certains jeunes, puis ils vont se lever, puis ils vont laisser leur place à quelqu'un d'autre. Puis on le voit souvent, là, c'est pas une légende urbaine, ces choses-là. Donc, la prochaine, Claude. On répète là, rapidement, le lieu de vie, c'est le territoire du quotidien. Il y a des lieux de vie, effectivement, pour les 65-75. Il y a aussi des formules à repenser au niveau en fonction de la perte d'autonomie. On connaît qu'est-ce qui est arrivé au niveau des ressources intermédiaires. La formule est en train d'évoluer. Par contre, si je regarde qu'est-ce qui se passe, exemple, en Ontario, et même aux États-Unis, pour pouvoir réaliser ce genre de produit-là pour les aînés en perte d'autonomie ou non autonomes, souvent, ce qu'on va voir, c'est des contrats à long terme qui sont donnés du gouvernement aux exploitants. Et les exploitants deviennent, pour faciliter le financement de l'immobilier, les exploitants deviennent les locataires de l'immeuble. De telle façon qu'avec un contrat à long terme, on peut signer un bail à long terme si on est un exploitant évidemment reconnu, et cela facilite le financement. Les communautés d'intérêt, on en a parlé tout à l'heure. Donc, au niveau de l'habitation, encore une fois, pour pouvoir réaliser des produits d'habitation, il faut qu'ils soient attrayants au niveau des investisseurs et aussi il faut qu'ils soient attrayants au niveau des créanciers. Il y a toujours des questions de risque. Mais puisqu'il va y avoir de l'innovation en matière d'habitation pour les bébés boomers, il va nécessairement y avoir des projets pilotes. Il faudra que les créanciers hypothécaires soient ouverts à la nouveauté, à des produits qui peuvent devenir porteurs. Alors, moi, je pense que en gestion de risque, pour les prêteurs hypothécaires, quand on sent que la formule est prête à fonctionner, je pense que ça vaut la peine de prendre le risque. Donc, Claude nous a parlé aussi on a parlé d'habitants. Claude nous a parlé d'habitants, on a parlé d'habitat. Maintenant, au niveau de l'habitation, Claude, il y a toutes sortes de formules qu'on peut voir, n'est-ce pas? Bien, c'est ça. En termes, je vous ai dit tantôt, on aurait pu amener des photos de différentes maisons ou communautés, mais on préfère vous faire réfléchir à rêver un petit peu ce que ce serait le type d'habitat ou d'habitation que vous désirez. Alors, ce qu'on a marqué ici, on a marqué un paquet d'options qui sont soit traditionnelles ou non traditionnelles. On va en parler des maisons individuelles en rangée avec l'association de résidents. On va en parler tantôt. En fait, je remplace un monsieur Champagne qui habite dans une communauté de résidents parce que j'y habite également.
Alors, on va en parler davantage, mais des condos réguliers avec service, les maisons multigénération ou bigénération ou cogénération ou cohabitation, c'est des mots qu'on voit maintenant. C'est plus farfelu. Il y a même des quartiers où les gens se font des maisons de bigénération et c'est accepté par beaucoup d'enfants d'aller habiter avec leurs parents, mais pas à promiscuité, mais à proximité, en établissant des règles de vie strictes. Donc, pour pas qu'il y ait un envahissement d'un côté ou de l'autre, mais c'est des choses qu'on voit venir si vous achetez des revues de plans de maison, des plans de maison maintenant, il y a une section dans les plans de maison qui font des maisons de bigénération, chose qu'on n'aurait pas vue il y a quelques années. Il y a même des entrepreneurs qui se spécialisent dans ce type de construction-là. Je parlais des maisons, même des logements de bigénération. Des logements de bigénération, on voit ça dans certains immeubles où il y a on va prendre, mettons, comme 2 4,5, avec une pièce centrale qui sert de lieu commun pour les 2 appartements que les gens ont loués. Donc, je pourrais louer, moi, le 4,5, le 101. Ma mère pourrait louer le 102. Puis, on s'est arrangé pour que le 101,5, là, donc l'appartement entre les 2, devienne un appartement qui fait qu'on l'habite tous les 2, mais quand on a envie de se voir, c'est là qu'on fait notre appartement. Donc, moi, des fois, ça me fait un plus grand appartement si je veux recevoir des amis, puis elle, ça y en fait un plus grand quand elle veut recevoir des amis. C'est des formes d'habitation. Vous me regardez bizarre en disant, voyons donc, ben oui, ça existe. Les Active Adult Community, des choses qu'on ne voit pas ici. On voit beaucoup ça aux États-Unis, on voit beaucoup ça en Ontario. C'est des communautés pour retraités avec des champs d'intérêt communs. Puis, on peut retrouver des communautés de 50, 100, 200 unités qui font que vous achetez votre unité, mais c'est des gens de plus de 55 ans. On n'a pas le droit ici au Canada de venir établir qu'à 53 ans, mettons, vous n'y avez pas droit. Mais tous les services sont faits pour attirer une communauté de plus de 55 ans. Aux États-Unis, ils peuvent obliger les gens qui n'ont pas 55 ans à ne pas aller l'habiter. Ça a été bien populaire. Je ne suis pas sûr que c'est un modèle qui est encore très, très populaire parce que quand la clientèle vieillit dans ces immeubles-là, on voit des communautés aux États-Unis où les valeurs de propriété ont baissé parce que la communauté a vieilli. Les gens ont eu des services à domicile, ce qui fait que le jeune vieux qui arrive à 65, 70 ans, puis qu'il va côtoyer on appelle dans le jargon, en termes d'économistes, les vieux, bien là, à ce moment-là, ça crée des problèmes. Fait que les gens qui avaient des maisons à vendre ont de la misère à les vendre parce que le jeune vieux, lui, ça ne l'intéresse pas de vivre avec le vieux. Mais c'est quand même, j'utilise des mots là, qui sont pour aider à comprendre la notion de jeune vieux puis vieux. Là. Le mot vieux, c'est pas peut-être le meilleur mot, mais en tout cas, ça aide à comprendre. Après ça, on va voir une multiplicité de formules d'habitation. On a passé une annonce il y a quelques semaines pour annoncer les services de vis-à-vis. Puis j'ai fait un aparté à la fin d'un article en disant qu'on était capable de pouvoir aider des gens qui veulent se mettre en communauté privée avec l'aide de notaires, d'organiser un genre de rythme, de code de vie. J'aurais jamais dû dire ça à un journaliste, mais je l'ai dit. On a eu plusieurs appels, pas pour les services de vis-à-vis de référencement, mais pour ce dernier bout de paragraphe-là. Fait que c'est pas juste dans l'air que c'est vraiment, il y a des gens qui attendent des produits, il y a des gens qui attendent des services, mais chacun pense que cette formule-là, c'est sa petite formule à lui, alors qu'elle est partagée par beaucoup de gens, mais que c'est des gens de mini-communes. On appelait ça des communes avant. Peut-être que là, il va falloir faire attention aux mots qu'on va utiliser parce qu'on va retourner dans les années 70, puis
on va se laisser aller, là. Mais la notion de commune, un petit peu plus moderne, c'est des notions d'habitation qu'on va retrouver, des gens qui vont se mettre ensemble puis vont dire, regarde, on va s'en faire une commune. Ceux qui veulent voir un film qui est intéressant, que j'ai vu il y a 2 semaines, qui est un film « Ici, on vivait tous ensemble », qui est un film français. Bon, mais c'est avec... attendez une minute. Pierre Richard, Jane Fonda, puis la fille de Charlie Chaplin. C'est un cinéma répertoire. C'est pas le genre de film qu'on voit souvent à super écran, là, mais c'est un bon film qui raconte l'histoire de 3 couples qui vivent dans la 70aine. Il y en a un qui est seul, les 2 sont en couple, mais c'est pas toujours harmonieux parce que là, un c'est français, 2... Attention avec l'autre. C'était sur un terrain glissant, là. Ça me dérange pas, ils ont tout ri. Alors, puis on voit que des fois, il y a des champs d'intérêt communs, mais les Français ont toujours été assez initiateurs dans ce type de communauté-là. D'ailleurs, beaucoup des résidences pour retraités, quand on a voulu s'inspirer, on est allé en France, parce que les Français ont commencé à être les gens âgés dans la rue. Après ça, ils sont allés en institution et ils reviennent dans la rue. Quand je dis revenez dans la rue, c'est revenir dans la communauté. Bien, il semble qu'on suit à peu près le même processus. On était dans la rue, on est allé en résidence, ou on est allé en institution, puis on veut revenir dans la rue. Fait que de voir ce qui s'est passé dans des vieux pays, bien, c'est toujours intéressant parce que ça nous aide à comprendre l'avenir de notre côté. Peux-tu nous montrer un genre d'habitation auquel tu rêves? À laquelle je rêve? Oui. T'en as pas une? Ah, c'est ça, OK. Alors, écoutez, je pense qu'il y a une période de questions. Y a-t-il une période de questions? Ça me fait plaisir. Merci, Jean-François. Mais je pense qu'on peut les applaudir très fort. Hein? Vraiment, là. Moi, en tout cas, j'en ai pour mon argent jusqu'à maintenant. Non, c'est vrai, c'est fascinant. Bon, alors, je vais écouter Mme Détrempe parce qu'elle a un cadeau à offrir à M. Paré et M. Gilbert. Et vous pouvez partager ce cadeau-là avec nous, d'ailleurs. Donc, pour la Saint-Valentin, une bouteille de vin et non pas un pot de vin. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord que là, on est en train de voir un peu plus clair comment se dessinera notre avenir en matière d'habitation? Puis je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, moi, ce colloque m'interpelle personnellement parce que je suis exactement dans ce prototype-là, à la recherche de quelque chose qui va m'aller pour ma dernière partie de vie. Hein, on s'entend qu'à partir de 60 ans, on est dans le 3e tiers de sa vie. Oh, tout d'un coup, je déprime, là, moi. Messieurs Paré et Gilbert ont dit beaucoup de choses intéressantes, mais c'est drôle parce que je reconnaissais des expressions que je dis quand je donne des conférences. Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai pris ma retraite, on me demande de donner une conférence sur la retraite. Et le thème de ma conférence, c'est ma retraite. Mais quelle retraite? C'est pas parce que nous sommes à la retraite que nous sommes en retrait. Hein? Donc, on est de plus en plus actifs, puis ça, je pense que vous l'avez bien démontré. Alors, si nous sommes plus actifs, moi, je veux que vous m'en fassiez la preuve tout de suite. Il y a certainement des gens dans la salle qui ont envie de réagir à ce que messieurs Paré et Gilbert ont dit, soit par des commentaires ou encore par des questions. Alors, vous levez la main et il y a une des 2 personnes qui va se rendre vers vous. Vous vous identifiez également parce que vous êtes quelqu'un. Bonjour, merci Claude et Jean-François. Je m'appelle Rita, je travaille
pour un des développeurs gestionnaires principaux dans l'industrie des résidences privées. C'est vrai, on a beaucoup parlé du produit dans la présentation. Et c'est vrai, le produit a tellement évolué depuis quelques années. La preuve, c'est que les gens veulent des unités plus grandes. Et c'est vrai, le taux d'inoccupation des grandes unités sur le marché est moins élevé que le taux d'inoccupation des petites unités. Les gens veulent de plus en plus de services, des aires communes, puis c'est vrai, ça commence à ressembler à des clubs med de résidence. Donc, tout ça, c'est très bien dit, mais je porte votre attention sur un autre aspect. Ce que moi, je me rends compte depuis que je travaille dans cette industrie, c'est que si le produit est bien conçu, si le produit est bien situé, point de vue géographique, et si on a une bonne équipe de vente, on peut relativement facilement remplir la résidence. Par contre, avec un taux de roulement qui est quand même relativement élevé, on parle de que vous m'entendez? Oui. Des gens de 78, 80, 85 ans, etc., des taux de roulement de 1, 25, 30, dépendamment des types d'unités. C'est plus le produit qui assure un taux d'occupation élevé, c'est la qualité des services. Okay? Parce que les gens, quand ils décident d'aller en résidence, c'est sûr, ils veulent un joli produit, ils veulent quelque chose qui est au goût du jour, qui lui ressemble, etc. Mais les vraies raisons intrinsèques, qu'ils le sachent ou non, c'est parce qu'ils recherchent la sécurité, que ce soit la sécurité d'être entourés d'autres personnes, que ce soit la sécurité en termes de leur état physique, des soins de santé. Est-ce qu'il y a le personnel sur les lieux? Est-ce que la qualité des services de soins est adéquate, etc. Ils cherchent à briser l'isolement. Et briser l'isolement, ce n'est pas uniquement d'avoir une panoplie d'activités, c'est également des activités qui les intéressent, qui vont vouloir y participer, etc., etc. Donc c'est ça. Merci pour les informations. C'était très apprécié. Mais je voulais tout simplement apporter à l'attention de tous qui sont ou bien des professionnels dans l'industrie, ou bien peut-être des gens qui éventuellement vont chercher eux-mêmes une résidence en tant que lieu d'habitation pour eux-mêmes ou pour un être aimé. C'est à ne pas ignorer la qualité des services qui sont offerts dans ces résidences-là. Et en fait, tantôt, dans les slides, quand on parlait de la consolidation du marché dans les dernières années, à mon humble avis, c'est ce que je vous dis, la qualité ou la non-qualité des services a probablement été une des raisons principales qui a provoqué un paquet de ces conditions. Merci. Merci, Rita. Oui, ben, certainement, M. Gilbert. En fait, à titre d'évaluateur, quand j'évalue une résidence, je demande toujours le programme d'activité sociale pour voir la nature des activités et voir si elles reflètent la clientèle desservie. Et à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote. Je me suis intéressé inconsciemment aux résidences pour aînés, puis surtout aux personnes âgées que je respecte beaucoup. Ma mère était infirmière dans un CHSLD à Jonquière, et lorsqu'elle revenait à la maison, on avait la chance d'avoir une mère qui était ouverte, on discutait, et je me souviens d'un souper où est-ce qu'elle nous disait qu'aujourd'hui, elle s'était fait du bonheur et elle avait fait du bonheur à quelqu'un. Puis je réfère ici à la notion d'empathie. Puis le personnel doit être vraiment compatissant et empathique. Ma mère me disait qu'elle avait lu une lettre d'une dame qui venait des îles de la Madeleine et qui était analphabète, et que quand elle recevait ces lettres de ses proches qui vivaient encore aux îles de la Madeleine, c'était à ma mère qu'elle demandait de le lire parce qu'elle prenait le temps de le lire. Et je vous épargne le reste, mais c'est dans ces petits gestes-là qu'on est capable de différencier une résidence pour laquelle la personne est au centre de l'intérêt des exploitants. Merci, M. Gilbert. Oui. Oui, bonjour, Claude Saint-Georges. Je suis un nouveau réorienté. À 62 ans, je suis reconnaissant de pouvoir le faire. Puis, je suis pas mal actif dans le sens que je suis 3 cours, tourisme gourmand,
Qigong, c'est un tai chi plus lent, puis atelier de littérature. Fait que c'est bien que je pense que je suis trop actif, j'ai besoin de temps pour lire. Puis j'ai beaucoup aimé votre conférence, là, ce que vous avez fait. J'ai trouvé peut-être que vous n'avez pas assez parlé de le besoin d'apprendre. C'est-à-dire que c'est très fort, le besoin d'apprendre, le goût d'apprendre. Je pense chez les baby boomers, du moins chez moi en tout cas. Fait qu'un programme pour le maintien de la santé cognitive puis de l'entraide pour ça, ça serait bon. Puis quand vous parlez de socialiser, oui, je trouve ça excellent. Puis ça correspond à un cours de gestion du stress que j'ai suivi avec Robert Béliveau, qui est médecin. Puis il y a aussi le docteur Ornish qui disent que le réseau social nourri et entretenu, c'est le premier facteur de santé. Puis, vous dites que c'est à la fin de vers 2031 que la fin de l'Age Wave va arriver. Là. Mais justement, quand 2031 va arriver, ça va être quoi les conséquences? Va-t-il tout falloir redéfaire ce qu'on essaie de faire maintenant? Je ne sais pas. Monsieur Paré, peut-être? J'en ai aucune idée, non. Écoutez, je ne suis pas un devin, là. Par contre, ce que je sais, c'est que que ce soit l'humain ou que ce soit l'immobilier ou que ce soit une société, on a toujours à s'adapter aux changements qui vont arriver. Donc, aussi bien on s'était adapté aux changements qui ont amené les résidences pour personnes retraitées, aussi bien on va s'adapter au mode d'habitation qu'on veut habiter. En 2031, on atteint 36 % de la population de 55 ans et plus au Québec. Mais je pourrais vous donner d'autres statistiques. C'est en 2056 qu'on commence à avoir un creux de la vague. Là, les gens vont nous demander, ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces immobiliers, ces immeubles-là qui vont être vacants? Bien, peut-être qu'ils vont être plus vacants pour certains, pour des personnes retraitées, mais par contre, l'immigration va prendre la relève. Fait que il y aura toujours des solutions d'habitation. On a vu aussi, on est un petit peu moins conscient de ça, mais il y a beaucoup de ce qu'on appelle les power centers, qui sont des grands marchés de commerce. Mais vous apprendrez rien en vous disant qu'il y a plusieurs de ces commerces-là qui sont prévus être démolis dans 15 ou 20 ans pour faire place à des nouvelles structures immobilières compte tenu de la démographie. Donc, l'adaptation du domicile, l'adaptation de l'humain par rapport à ce qu'on va vivre dans les années à venir, ça va être la même chose qu'on a vécu dans les années antérieures. C'est certain qu'il va y avoir un chambardement. Il est difficile à comprendre, puis il est difficile à anticiper. Je me souviens quand j'ai lancé Vis-à-vis il y a 25 ans, à l'âge de 26 ans, avec une formation en finance, les gens me prenaient pour une espèce d'éluberlu. Mais je leur disais qu'un jour, vous allez voir, on va attraper un méchant coup de vieux. Puis aujourd'hui, c'est un petit peu la situation. Fait que la notion de vague qui nous arrive, on n'est pas très, très habitué. On n'a pas cette expérience-là. Sauf qu'on a du temps pour pouvoir se pratiquer sur des plus petites vagues puis être capable de surfer de big one quand elle va arriver. Mais c'est toutes ces petites expériences-là, Mme Katarayan disait tantôt, la notion de service, bien, c'est forcément que ceux qui sont restés, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose de mieux que les autres, puis au bout de la ligne, c'est des humains qui servent des humains. Donc, c'est people serving people. Fait que ça sera toujours la même chose. Fait que, évidemment, on va s'adapter à travers les années là, pour ça. Oups. Je vais me permettre juste un élément de réponse supplémentaire, monsieur. Pour les programmes, vous disiez tout à l'heure, il y a des aînés qui sont intéressés d'apprendre. Vous avez raison. Et je vous dirais que dans certaines résidences qui sont situées dans des secteurs où est-ce que les niveaux d'éducation sont très élevés, il y a des programmes où est-ce qu'il y a même des professeurs d'université qui viennent donner des cours, qui viennent lancer des débats, des discussions pour que les gens puissent partager, puissent faire valoir leur point de vue. Puis la dernière question que vous posiez, qu'est-ce qui va arriver en 2031? Il va arriver la même chose qui arrive présentement, c'est-à-dire que les produits qui ne sont pas bien adaptés, la fameuse loi de Darwin quasiment, là, les produits qui ne sont pas bien adaptés ne passeront pas à travers. Merci. Il y a un vieux jeune que vous connaissez peut-être qui s'appelle Jacques Languérand, qui a écrit un texte qui dit « Vivre, c'est s'adapter. Cesser de s'adapter, c'est mourir. » Alors, je pense que nous avons des chances d'être éternels. Ah oui? Monsieur? Ah oui?
Bonjour, Jean-Pierre Gélinas, région de Trois-Rivières. Jeune retraité de 70 ans. Moi, ce que j'ai pris de votre conférence, vous avez beaucoup parlé de promoteurs, d'investisseurs et de tout ça. Sauf que moi, de l'expérience que je viens de vivre récemment, ce que j'ai constaté et ce que j'ai de la misère à comprendre, comment peut-on concilier rentabilité, profitabilité, quantité mesurable, résultat mesurable, et la culture d'entreprise axée sur l'humain. L'humain des gens qui y vivent, l'humain des gens qui vivent avec ces gens-là quotidiennement, mais en chiffre de travail, et le gestionnaire, l'humain, il est où? Les cibles de profitabilité, c'est vrai, il faut que ça rapporte. Mais ça va rapporter si c'est durable. Un business durable, c'est une business qui respecte son client. Excellente question. Parce que moi, je vois mal, dans certains cas spécifiques, comment la rentabilité demandée ou exigée se situe avec ce que le client a besoin. Excellente question. Et c'est peut-être pour ça, j'imagine, qu'on est en train d'adapter ce qu'on appelle aujourd'hui des résidences et qui éventuellement vont changer de nom. C'est ce que moi j'appelle dans la vieille terminologie que j'ai vécue dans le milieu de travail, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, c'est pour moi le pivot. Prendre soin de ses employés qui vont prendre soin de nos clients. Parce que les vieux retraités résidents, ce sont des clients. Ce ne sont pas des gens qu'on dirige. Ce sont des clients. Dans ma tête à moi, là, je suis peut-être à côté complètement de la traque. Merci. Je suis convaincu que M. Gilbert a envie de dire quelque chose. En fait, Claude a mentionné lors de son propos que les infirmières et les préposés aux soins sont du personnel qui est difficile à trouver. Donc, allier la rentabilité avec tout en ayant comme centre d'intérêt le bien-être de la personne que tu desserres, c'est aussi une équation qui doit se conjuguer avec les pressions à la hausse sur les frais d'exploitation. Okay? La syndicalisation, la hausse des salaires pour des types de postes qui sont rares, ça a des pressions à la hausse sur les frais d'exploitation. Ça, je pense que c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, compte tenu que les baby boomers sont des gens éduqués, je vous invite à peut-être réfléchir sur la formule de la coopérative. Des coopératives, tantôt on parlait de communauté d'intérêt. Une coopérative n'est pas mue par les mêmes besoins sine qua non de rentabilité à tout prix. Alors, à ce moment-là, peut-être que c'est une formule qui pourrait justement bien s'adapter à certains besoins pour faire en sorte, puis à certaines capacités de payer pour faire en sorte que les gens puissent vivre dans des habitations qu'ils désirent, mais tout en pouvant ne pas se sentir étreints au niveau de leurs finances personnelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui. Oui, madame. Oui, madame? Oui, bonjour. J'ai une... Vous êtes madame? Marie-Hélène Ouellette. Je travaille encore et j'ai été longtemps dans le milieu de la santé. Et je suis dans un milieu aussi où j'ai à rencontrer des personnes qui ont des limites physiques. Et lorsque vous parliez, monsieur, de communes, je me demande justement si, étant donné que certaines maladies ou certaines fragilités ou certaines déficiences physiques se prolongent maintenant longtemps, il y a des personnes qui auraient besoin d'un service que
je verrais comme une commune, par exemple, qui aurait intérêt, et qui le disent, à se regrouper parce qu'elles connaissent leurs déficiences, mais pour lesquelles, évidemment, ce n'est pas le gouvernement qui peut répondre à cette demande-là et qui veut répondre à cette demande-là. Alors, je me demande comment faire, comment ces personnes-là, à qui peuvent-elles s'adresser, comment orienter ou comment essayer de les regrouper dans une maison où il serait 8, 10, 15, 20 peut-être, qui ont le même type de fragilité physique et qui peuvent durer, vous savez, des années, mais qui ne sont pas des personnes âgées actuellement. Ça peut être des personnes qui ont 30 ans, 40 ans, mais qui vont vivre encore très longtemps, mais avec des fragilités qui peuvent s'accentuer ou qui peuvent avoir des périodes plus difficiles, qui ont besoin de services et qui ont besoin aussi de la communauté, d'être ensemble. Il existe ce type de résidence-là ou de lieu ou ce qu'on appelle des maisons de chambre ou je ne sais pas exactement comment nommer ce genre d'endroit-là, mais des résidences à vocation davantage plus de type familial. Ce qui est toujours difficile, c'est qu'il y a une réglementation aussi qui sous-tend toute l'offre de services qui est dispensée à des clientèles qui sont fragilisées. Puis il y a la capacité de payer aussi parce que c'est des notions qui sont extrêmement importantes. Ça existe, ce que vous dites là, ça existe. Je ne sais pas si ça existe en forme de commune, mais ça existe certainement parce qu'on en connaît. Ce qu'on appelle des résidences de type familial. Maintenant, peut-être que les termes ont changé. Avec les ressources intermédiaires, ça en est aussi. Il y a des ressources intermédiaires de plus petite dimension qui vont accueillir 15, 20, 30 personnes. Mais du même groupe d'âge, mettons de 30 ans, à un moment donné, ça devient difficile de pouvoir avoir 25 personnes du même groupe d'âge dans la même communauté, parce qu'on sait qu'on veut habiter dans un rayon d'à peu près 5 km des gens qu'on connaît. Fait que quand on commence à segmenter avec une population comme celle du Grand Montréal métropolitain, où c'est quand même assez dispersé, ça devient difficile. Il y avait quelqu'un qui m'avait approché à un moment donné pour offrir des services à des gens qui étaient des accidentés de la route, parce que, bon, il avait dû placer son garçon qui avait peut-être une quarantaine d'années dans un CHSLD. Il dit, y a-t-il moyen de pouvoir prendre, de partir une maison comme celle-là? Puis on avait fait un sondage, puis il n'y avait absolument rien à faire. Ça aurait été déficitaire. Puis on parlait tantôt de la notion de faire des bénéfices. Il faut faire une juste partie entre une Maître Teresa et Paul Desmarais. Fait que pour être capable de pouvoir composer avec ces deux données-là qui sont extrêmement importantes. Mais ça existe, mais c'est difficile à trouver.